Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et télécom pour les professionnels. Et comme chaque semaine, pour commenter cette actualité, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, l'événement de la semaine, en tout cas en France, c'était Microsoft Experience 2016, avec l'avenue de Satya Nadella. Vous y étiez d'ailleurs. Alors, vous êtes convaincu par l'arrivée de Satya Nadella ? Effectivement, je suis assez convaincu par, on va dire, l'ère Satya Nadella, qui est aux commandes de Microsoft depuis 3 ans et qui a quand même fait oublier assez rapidement la période Steve Ballmer avec bon, ses excès, mais enfin ça c'était plutôt amusant, mais finalement une gestion d'un éditeur de logiciels qui n'a pas été, qui a extrêmement été convaincante. qui a été un peu en retard sur pas mal de choses. Donc là, c'était en fait c'est Microsoft Experience, c'est les anciens Tech Days, et le changement d'appellation, c'est plus qu'un seul changement d'appellation, c'est en fait pour montrer... marketing. Voilà, c'est pour montrer qu'on est passé de l'ère de la technologie pour elle-même à l'ère de à la fois les effets et les utilisations de la technologie, ce qu'on peut faire avec. C'était un petit peu d'ailleurs le sens du discours de Satya Nadella pendant cette conférence plénière, devant plus de 4000 personnes. La salle du Palais des Congrès était archi-comble. Bon, je pense que c'est quand même, ça montre un peu la puissance de feu et puis l'attente. Et c'était la première fois que Satya Nadella était là en France. Il a mis l'accent principalement sur le cloud, puisque Microsoft a fait un certain nombre d'annonces ces derniers temps, et en particulier après l'ouverture de data centers dans différents pays d'Europe. Donc il y a eu le Royaume-Uni, l'Irlande bien sûr, on devrait la citer en premier, l'Irlande pour les raisons qu'on sait, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas. Donc finalement Microsoft a décidé d'ouvrir des data centers en France pour constituer un réseau mondial, donc plus de 100 data centers dans le monde répartis en 30 régions, donc ça commence à devenir une puissance de feu importante. Et si on regarde les chiffres, donc c'est lui qui les donnait, 3 milliards de dollars d'investissement depuis 2005 et 1 milliard, en Europe seulement, hein, j'entends bien, d'euros d'ailleurs, plus que de dollars, puisque c'est quand même la monnaie européenne, et 1 milliard d'euros dans les 12 derniers mois. Donc il y a une accélération, ça montre l'importance et l'accélération. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est finalement, on se souvient de l'épisode ou des épisodes du cloud souverain avec les tentatives françaises assez pitoyables, avec CloudWatt et Numergy. Et là on voit bien que Microsoft, mais pas seulement Microsoft, Amazon avait fait des annonces dans ce sens, avec l'importance d'avoir la possibilité de donner aux utilisateurs de stocker leurs données dans le local. Voilà, en local. Et donc, je pense que, en gros, les Français ont rêvé au cloud souverain, et puis les Américains sont en train de le faire en Europe, et en particulier en France. Donc, c'est un peu dommage. Et le dernier point, c'est que finalement, en association avec cette idée d'avoir des data centers dans chaque territoire, Microsoft a bien montré qu'il était sérieux sur l'idée de garder les données et de ne pas les divulguer, en faisant référence à cet épisode qu'il y avait eu avec le gouvernement américain qui l'intimait de lui donner des données. C'est à propos d'une affaire qu'il y avait eu en Irlande, et où Microsoft avait refusé et finalement avait eu gain de cause d'un point de vue légal. Donc il y a vraiment une logique, c'est développement de data center en Europe, et puis conservation des données, intégrité des données sur les différents territoires. Donc c'est une stratégie qui va s'avérer sans doute payante, d'autant que Microsoft a quand même des poches assez pleines, donc a les capacités de continuer cette expansion. C'est un sujet sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir quand ces data centers seront effectivement déployés. Alors, autre sujet de la semaine, qui est un sujet peut-être un peu plus marketing, mais qui revient finalement sur la puissance des marques du secteur de la technologie, avec une étude d'un cabinet spécialisé qui s'appelle Interbrand, qui tous les ans fait son top 100 des marques les plus importantes, qui pèsent le plus, on peut dire.
Et j'allais dire, le poids des marques technologiques, visiblement, ne fait que se renforcer. Bah, effectivement, vous avez dit déjà une bonne partie. Donc Interbrand fait son étude tous les ans. Et on voit bien au fil des ans, il y a une évolution qui est assez significative. Les marques technologiques prennent de plus en plus d'importance. Donc là, c'est le classement des 100 marques les plus importantes, on va dire. Et alors, importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce n'est pas seulement des données quantitatives, mais c'est également la renommée, c'est-à-dire la notion de marque. Donc c'est quand même relativement qualitatif. Et puis la capacité du fournisseur à monter en gamme, c'est-à-dire à vendre des produits de plus en plus chers. Et dans ce domaine, effectivement, Apple est très fort, puisque quand on voit le prix des iPhones, ils sont assez bons dans ce domaine. Donc quand on agrège ces différents indicateurs, donc Interbrand fait un classement, et un classement des 100 premières marques mondiales. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que la technologie prend de plus en plus d'importance, puisque dans le top 10, on a 6 marques technologiques, donc alors lesquelles on les connaît, hein, c'est Apple, c'est Google, c'est Microsoft, IBM qui résiste bien quand même malgré tout, Samsung, et puis Amazon. Donc ça c'est dans le top 10. 6, ouais. Après, juste derrière, on a Intel, SAP, Oracle, donc vraiment une puissance importante. L'automobile, qu'on pensait être un objet du passé, du XXe siècle, c'est quelque chose qui résiste très fort, puisque c'est aussi un secteur qui place la plupart des marques. Et d'ailleurs, avec la révolution qu'on voit en ce moment autour de l'automobile, avec les véhicules connectés, les véhicules autonomes, et les accords qu'il y a entre les fabricants de voitures et les marques technologiques, finalement, l'automobile revient un petit peu et devient un objet technologique, ce qu'elle n'était pas, puisqu'il faut bien reconnaître qu'en 100 ans, il ne s'était pas passé grand-chose. Une voiture, c'était un volant, 4 roues et des portes, donc ça n'avait pas beaucoup changé. Si on avait mis la climatisation, mais pas partout d'ailleurs. Donc c'est quand même très, très important et très intéressant. Et alors, le dernier point, c'est pour ce qui concerne la France. Alors, l'image de la France, c'est quoi? L'image de la France, traditionnellement, c'est le béret et la baguette. Mais ça, c'est du passé. L'image de la France, aujourd'hui, c'est le luxe. Et il y a 8 marques françaises dans les 100 premières, dont 6 marques de luxe qui font, alors peut-être pas les 6, je les ai plus en tête, mais qui sont dans le groupe LVMH. Et donc dedans, vous avez évidemment le champagne, Moët et Chandon, vous avez les montres, Cartier et autre chose, vous avez Vuitton, Hermès, Louis Vuitton, etc. Donc, sachant qu'Hermès ne fait pas partie du groupe LVMH. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Donc ça, c'est le luxe. Donc c'est vraiment finalement, on peut. Le fonds de commerce français. Le fonds de commerce, on peut dire effectivement, on a dit ces derniers temps que les exportations de luxe étaient plus que l'automobile et l'aéronautique réunis, donc c'est quand même très important. Et puis il y a quand même aussi 2 autres marques qui se distinguent. Alors L'Oréal, donc on sait que c'est une marque très stable, très pérenne et qui maintient sa solidité dans le temps. Et l'autre, c'est AXA. AXA, les assurances. Donc, là, je dirais que c'est l'entreprise en soi, c'est pas un secteur, parce que l'assurance, c'est pas un secteur qui fait. Forcément rêvé, oui. Oui, exactement. Mais donc, en tout cas, AXA a réussi à se placer dans les 100 premières, donc c'est une belle performance. Alors, on change complètement de sujet. On parle de technologie, j'allais dire de vraie technologie, entre guillemets. On parle de Newton, qui est la nouvelle livraison d'OpenStack, si j'ai bien compris. Oui. Bon, en fait, en gros, hein, pour le dire assez vite, donc vous savez, OpenStack, c'est en gros un projet pour faire de la construction de cloud public, mais surtout cloud privé, sachant qu'on peut faire quand même les deux. OpenStack, c'est un projet open source, c'est l'un des plus importants qui existe aujourd'hui. OpenStack, groupe OpenStack.org, c'est le site qui organise tout ça, organise un forum tous les 2 ans, enfin une convention, et sort une nouvelle version tous les 6 mois. Donc c'est vraiment, c'est rythmé comme une horloge. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle version, et donc ils ont pris comme idée de nommer la nouvelle version avec la première lettre de l'appellation, ça suit l'alphabet. Donc on en est à la 14e version, et donc c'est pour ça que ça s'appelle Newton, sachant qu'on connaît les versions qui vont arriver. O, ça va être Okata, après P, ça va être Pax, etc. PAC, d'ailleurs. Et donc ça, c'est un peu pour l'environnement général.
Cette nouvelle version, d'après ce que nous dit OpenStack, évidemment, elle sera préparée à Barcelone à la fin du mois, au OpenStack Summit. Cette nouvelle version, elle apporte des améliorations à la fois en scalabilité, donc en évolutivité, et en résilience, donc en capacité à résister à tout un tas de phénomènes. Elle apporte aussi de nouvelles améliorations dans l'orchestration des serveurs et dans l'orchestration des conteneurs. On sait que les conteneurs se sont imbriqués là-dedans récemment et apportent extrêmement de souplesse, sauf que la création et la résiliation de conteneurs en permanence, ça pose quand même un certain nombre de problèmes parce que les conteneurs, c'est pas par dizaines, ça peut être par centaines, voire par milliers. Et puis c'est très rapide. Donc tout ça, il faut le gérer et c'est assez compliqué. Donc cette nouvelle version apporte des améliorations dans ce domaine et on en saura plus à l'occasion de l'OpenStack Summit. Et puis donc quelques mots sur l'organisation générale et puis le résultat. Donc il y a quand même 60 000 personnes, donc des développeurs, donc on appelle des committeurs, des gens qui travaillent sur tout un tas de projets. Ça peut être la traduction de version française. Enfin tout un tas de 60 000 personnes qui participent à ce projet. Donc c'est quand même assez considérable. Et au total, c'est aujourd'hui plus de 20 millions de lignes de code. Donc c'est quand même assez significatif. Et si on regarde les participants au comité technique, donc il y a 13 personnes qui sont dans le comité technique, on voit qui sont les acteurs essentiels. Et donc c'est qui? C'est HPE, donc, qui utilise d'ailleurs OpenStack pour ses propres offres avec Helion. On a Red Hat qui a été, et c'est certainement un des plus actifs avec le plus de représentants un peu partout. Il y a Cisco qui est également très présent, et puis il y a la société de services Mirantis. Donc on a là les grands acteurs de l'OpenStack. Bon, il y a évidemment tout un tas de participants. Il y a l'hébergeur Rackspace par exemple. Voilà, Rackspace qui était effectivement au tout début avec la NASA dans le développement du produit. Donc ce sont là les grands acteurs qui font bouger la chose. Mais c'est vraiment assez typique d'un projet open source aujourd'hui, dont les dimensions sont quand même assez considérables. C'est pas un petit truc qu'on se fait dans un salon. Ça se fait au niveau planétaire avec des intervenants répartis un peu partout. Donc c'est quand même un projet assez extraordinaire. Alors ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine suivante, finalement on reste dans le cloud. Et puis on parle aussi de cloud souverain, puisqu'on parle d'OVH, oui, qui est pour le coup, on peut le dire, l'acteur français du cloud souverain, puisque finalement c'est quand même une des réussites françaises en matière d'hébergement, même s'il y en a d'autres, et qui donc fait son sommet annuel, le OVH Summit, qui se déroulera à Paris le 11 octobre. Si voilà, donc c'est effectivement c'est cette semaine, c'est le 4e. Comme vous l'avez dit, donc OVH est vraiment une réussite française. Donc c'est la famille Klaba qui est toujours aux manettes, même si ils ont fait une levée de fonds un peu avant les vacances de 250 millions d'euros pour assurer le développement à l'international. Donc puis un nouveau CEO pour l'opérationnel. Absolument. Donc c'est une société qui continue sa progression, son développement, donc qui a commencé à faire de l'hébergement assez simple et qui est passé à des choses assez variées. Donc vous avez cité le cloud, bien sûr, il y a l'Internet des objets, enfin il y a tout un tas de choses. Et avec ces 250 millions d'euros, donc ils ont tout un tas de projets, dont sans doute le plus important est le projet de développement à l'international, à commencer en Europe, mais ils sont également assez présents aux États-Unis. Pour l'instant, pour 2015, ils ont réalisé de l'ordre de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça reste modeste, mais c'est quand même une belle réussite si on compare aux derniers chiffres qu'avait publié CloudWatt de chiffre d'affaires. Bon, voilà, on voit bien la différence. Donc, expansion à l'international, et avec, évidemment, tout ça passe par la création de data centers, et a priori, il y a une dizaine de data centers qui sont dans les tuyaux. Donc, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt, mais OVH, c'est vraiment une belle réussite qui est devenue aujourd'hui une licorne. Donc, une licorne, c'est une société, c'est une start-up. Alors,
on ne peut pas dire qu'OVH est une start-up, puisque ça fait 17 ans qu'ils existent. Néanmoins, ils sont valorisés à plus d'1 milliard d'euros. En France, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Blablacar, donc qui pour le coup est une vraie start-up, et Criteo, qui est également une start-up, donc aussi de très belles sites françaises. Donc finalement, même si elle est plus ancienne, OVH rejoint ce groupe, et c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler, quoi. Très bien, et puis alors on conclut sur un petit coup de gueule, puisqu'on parle des projets informatiques de l'AP-HP et quelques difficultés, on va dire poliment, pour dire poliment les choses, mais qui soulignent quand même finalement la difficulté parfois des collectivités publiques, en tout cas des organisations publiques, à gérer peut-être des projets informatiques dans la longueur, parce que ça vient après l'histoire des salaires, de l'application qui était censée gérer les salaires des militaires, qui n'a pas été non plus un grand succès, mais ça comme ça. Alors effectivement, l'impact est un peu moindre, mais enfin le coup de gueule est aussi important, est aussi fort, peut-être même plus fort, parce que c'est vrai que ces espèces de bugs à répétition, ça commence à être un peu lassant. Donc là, c'est le canard enchaîné qui a sorti l'info. En gros, c'est la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France qui a publié ça. Et le problème est relativement simple. C'est en gros l'AP-HP qui a mis à jour un nouveau logiciel de gestion des factures et de relance des patients. En gros, vous allez à l'hôpital, vous ne payez pas sur place, on vous envoie une facture et vous payez. Et si vous ne payez pas, on vous relance. Et là, en gros, il y a tout un tas de factures qui ont disparu pour un montant total de 80 millions d'euros. Quand même. Donc, franchement, ça a de quoi vraiment énerver. Alors, qui sont les responsables, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, peu importe. Là, c'est une organisation qui est censée gérer des fonds publics de manière, on va dire, très, très attentive. Et puis, 80 millions d'euros qui sont partis en poussière. Alors, évidemment, pour les patients qui n'ont pas eu à payer, c'est très bien. Mais enfin, pour le fameux déficit de la sécurité sociale, c'est quand même beaucoup moins bien. C'est pas terrible. Ouais. Bah, écoutez, on conclura là-dessus, et puis j'espère qu'on n'aura pas l'occasion d'y revenir. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. Merci, à bientôt.